Enquête sur le procureur de la Cour pénale internationale pour des allégations de mauvaise conduite sexuelle. La décision a été prise la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée des 124 États membres de cette Cour. Le procureur maintient ses fonctions en attendant les résultats. Les détails dans un instant. Et puis au Sénégal, des tensions croissantes à l'approche des élections législatives après des affrontements entre partisans du gouvernement et de l'opposition, incitant le Premier ministre à changer son appel à la riposte. C'est tout pour les titres. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Le procureur de la Cour pénale internationale est sous le coup d'une enquête pour des allégations de mauvaise conduite sexuelle envers une employée de son bureau. La décision a été prise la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée des 124 États membres de cette Cour. En attendant les conclusions de cette enquête, le procureur a annoncé qu'il continuerait à exercer son mandat. L'organe de contrôle interne de la Cour avait ouvert un dossier en mai dernier suite au signalement de fonctionnaires du bureau du procureur auquel la jeune femme se serait confiée. Mais cette dernière n'a néanmoins jamais témoigné. Depuis plusieurs semaines, des proches de l'employé ainsi que plusieurs États réclamaient une enquête par un organe extérieur à la Cour qu'elle-même. Ces choses faites, les États parties devront encore décider qui conduira cette enquête. Tout cela prendra du temps et le procureur a signifié qu'il resterait en fonction alors que plusieurs personnes demandent sa suspension. C'est le cas du sénateur américain Lindsey Graham, proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu et partisan de Donald Trump. Il estime que les allégations devront avoir des conséquences sur la décision prise par le procureur. Depuis des mois, le sénateur espère convaincre la Cour de se dessaisir de ses enquêtes en faveur d'Israël, affirmant que l'État hébreu poursuivra chez lui les auteurs de crimes de guerre. Toute cette affaire se déroule dans le contexte des demandes des mandats d'arrêt requis par Karim Khan fin mai dernier contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, et 3 responsables de Hamas aujourd'hui décédés. Donald Trump a confirmé mardi sa promesse de campagne en nommant l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale après une journée passée à dévoiler le casting de sa future administration. Le président élu Donald Trump avance rapidement dans ses nominations. Il a annoncé vouloir nommer Elon Musk président de Tesla X ainsi que l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy pour superviser l'efficacité du gouvernement fédéral. Musk ayant investi plus de 10 millions de dollars dans sa campagne pourrait contribuer à des réductions budgétaires massives. Trump, qui a remporté la présidentielle face à Kamala Harris, a déjà placé plusieurs fidèles à des postes clés. Marco Rubio serait pressenti comme secrétaire d'État, tandis que Mike Waltz a été nommé conseiller à la sécurité nationale. Ces deux figures influentes annoncent une politique étrangère plus musclée, notamment envers la Chine, l'Iran et la guerre en Ukraine. Pour le ministère de la Défense, Trump envisage Pete Hegseth, présentateur sur Fox News, tandis que Mike Huckabee serait désigné ambassadeur en Israël. L'ultra-conservateur John Ratcliffe est pressenti pour diriger la CIA. Côté sécurité intérieure, la gouverneure Kristi Noem, controversée pour avoir abattu Côté sécurité intérieure, la gouverneure Kristi Noem, controversée pour avoir abattu sa propre chienne, prendrait la tête des douanes et gardes-frontières. Trump continue ses nominations en attendant une décision judiciaire reportée au 19 novembre, avant une rencontre avec Joe Biden pour discuter du transfert des pouvoirs. Au Sénégal, la tension est montée d'un cran hier à 5 jours de la tenue d'élections législatives ce dimanche. Après de nouveaux accrochages violents entre militants du parti au pouvoir PASTEF et ceux de la coalition d'opposition, Samsa Kadou, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait enjoint dans un premier temps ses sympathisants à riposter à d'éventuelles attaques, n'appelle plus à la vengeance. À 16h, ils sont plusieurs centaines déjà réunis sur le rond-point près de l'école normale. Banderoles verts, jaunes et rouges autour du cou, vuvuzela à la main. Ils étaient très remontés par les violences de la veille à Saint-Louis, comme Mami Touré de la jeunesse PASTEF.
C'est la 3e fois qu'on nous attaque, c'est trop. Maintenant, on est venu montrer notre force, notre mobilisation, montrer qu'on est plus nombreux et que l'on est plus investi qu'eux. Et quand Ousmane Sonko arrive enfin vers 19h devant des milliers de supporters, il n'est plus question de vengeance. Je vous demande de retourner à la campagne électorale. Tout ce que j'avais déclaré, je vous demande de le désactiver. Ne provoquez personne, n'insultez et ne frappez personne. L'État fera le travail sur les personnes arrêtées, mais je vous demande de rester vigilant. À voir si cet appel sera entendu pour les 3 derniers jours avant la fin de la campagne. De son côté, le même jour, Barthélémy Dias a pris la parole devant des sympathisants. Ce devait être une conférence de presse au siège de la coalition Samou Sakadou. Mais sa tête de liste s'est retrouvée barricadée à son domicile. Barthélémy Dias, le maire de Dakar, a donc fait venir les journalistes et les militants jusqu'à lui. Malgré la musique, la tension est palpable. Marie Chantal habite le quartier. Vraiment, c'est déplorable. Je ne m'y attendais pas. Il pouvait bien venir faire sa campagne, venir avec sa caravane, sans pour autant semer toute cette zizanie. On a reçu des cailloux et du gaz lacrymogène à la maison. On ne pouvait plus respirer. C'est inadmissible. Longuement applaudi, Barthélémy Dias a dénoncé le comportement d'Ousmane Sonko et la réaction du ministre de l'Intérieur. Mais il a surtout lancé un appel à ses électeurs. Évitez surtout d'accepter de verser dans le jeu de la manipulation, de la violence et de la colère. Pour les 3 derniers jours de campagne, Barthélémy Dias sillonnera la ville de Dakar afin de convaincre les derniers indécis. En Libye, le pétrole est une nouvelle fois pris en otage et utilisé pour faire pression sur le gouvernement de Tripoli. Les habitants de la ville de Zintan ont fermé mardi les vannes acheminant le pétrole. Ils protestaient ainsi contre l'enlèvement, il y a une semaine, mercredi dernier, de Mustapha Al-Ouaichi, général de brigade et directeur du département de la sécurité centrale au service du renseignement. Un enlèvement pour l'heure non revendiqué. Dans un communiqué filmé, les notables de cette ville montagneuse située à l'ouest de Tripoli tiennent le gouvernement d'Ibaïda et le conseil présidentiel pour responsables de cet enlèvement. Ce mardi, un grand nombre de véhicules armés se sont rassemblés à l'intérieur de la ville de Zintan. D'autres se sont rendus sur le site de Rayana en renfort des manifestants en colère qui ont fermé la vanne reliant les champs pétroliers de Sahara et d'El Fil, situés dans le sud-ouest de la Libye, à la raffinerie de Ziwiya, à 45 km à l'ouest de Tripoli. Environ 350 000 barils de pétrole brut par jour, soit un tiers de la production libyenne, sont acheminés vers cette raffinerie avant de prendre la direction de l'Italie. Les routes menant vers la ville ont également été fermées par les manifestants qui ont brûlé des pneus. Les protestataires exigent la libération immédiate de l'officier Mustapha Al-Ouaichi et menacent de mener de nouvelles actions si leur officier n'est pas libéré. Des membres des services du renseignement ont condamné l'enlèvement de Mustapha Al-Ouaichi, affirmant dans un communiqué que cette opération s'inscrit dans un contexte d'enquête en cours sur plusieurs affaires liées à des incidents affectant la sécurité nationale libyenne. Les milices libyennes ont pour habitude d'enlever des fonctionnaires judiciaires, des parlementaires, des responsables sécuritaires ou des banquiers, une forme d'intimidation pour qu'ils cessent d'enquêter sur les affaires de corruption impliquant des membres de milices ou des personnalités qui leur sont proches. Cela fait 7 mois, jour pour jour, que les combats font rage autour et dans la ville d'El Fasher. La capitale du Darfour Nord est la dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. La ville est totalement assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et selon un rapport de l'université américaine de Yale, la ville pourrait tomber aux mains des FCR à tout moment. Selon le laboratoire humanitaire de l'université de Yale, les forces de soutien rapide ont resserré leur étreinte sur la ville d'El Fasher. Les paramilitaires ont avancé sur plusieurs fronts ces derniers jours et convergent sur 3 points stratégiques. Le quartier général de l'armée dans le centre d'El Fasher, la base militaire aérienne à proximité et la route qui mène du centre-ville au camp de réfugiés de Zamzam, plus au sud. Les images satellites publiées par l'université montrent que le quartier général de l'armée a été endommagé ces derniers jours
ainsi que des bâtiments à proximité, une mosquée, le grand marché d'El Fasher, une école primaire et des maisons dans des quartiers résidentiels à proximité. Selon la presse soudanaise, au moins 9 civils ont été tués lundi lors des tirs d'artillerie lourde lancés par le FSR sur des quartiers résidentiels. Ces images montrent également une augmentation significative du nombre de déplacés dans le camp de réfugiés des Zamzam, situé à 8 km, alors que les forces de soutien rapide semblent progresser. Les organisations humanitaires rappellent que El Fasher et le camp des Zamzam ont servi de refuge pour de nombreux civils fuyant les combats dans la région et mettent en garde contre de possibles exactions si la ville venait à tomber aux mains des paramilitaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.